Après des mois à échanger des messages avec Gabriel, j'avais enfin accepté son invitation à dîner. C'était étrange, car nous n'avions jamais vraiment parlé de vive voix. Il écrivait toujours avec des mots précis, presque parfaits, mais jamais un seul message vocal, jamais un appel vidéo. J'aurais dû trouver ça suspect, mais il avait quelque chose, une façon de me comprendre que personne d'autre n'avait. Quand il m'a proposé de nous rencontrer dans un restaurant un peu isolé, j'ai hésité. Mais il m'a dit que c'était son endroit préféré, qu'il y allait souvent pour réfléchir, loin de l'agitation de la ville. J'ai fini par céder. Après tout, n'était-ce pas ce que je voulais depuis des mois? Voir enfin ce visage qui m'avait hanté, ces yeux qui semblaient si pleins de mystère sur ses photos. Je me souviens encore de mon cœur battant alors que je traversais cette route sombre et étroite, entourée d'arbres imposants. Le GPS m'a guidé jusqu'à un bâtiment discret, presque perdu dans l'ombre. Le nom du restaurant, Le Reflet, était écrit en lettres dorées à moitié effacées sur une vieille enseigne. Quand je suis entré, Gabriel était déjà là, assis à une table au fond de la salle. Il ne m'a pas vu tout de suite, ou peut-être faisait-il semblant de ne pas me remarquer. Il était exactement comme sur ses photos, grand, élégant, avec ce regard profond qui semblait sonder votre âme. Mais il y avait autre chose, quelque chose que je n'arrivais pas à définir. J'ai pris une grande inspiration et je suis allé à sa rencontre. Lorsqu'il a levé les yeux vers moi et souri, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'inquiétude. Ce sourire, il était parfait, trop parfait. Dès que je me suis installé à table, une étrange sensation a commencé à me gagner. Ce n'était pas seulement le silence de Gabriel qui me mettait mal à l'aise, mais l'atmosphère du restaurant elle-même. L'endroit était décalé. Les lumières tamisées projetaient des ombres étranges sur les murs, et l'air semblait lourd, presque stagnant. Les quelques autres clients présents mangeaient en silence, leurs regards baissés, comme s'ils cherchaient à se faire oublier. Je me suis dit que je devais me détendre, que j'étais simplement nerveuse à cause de cette première rencontre. Pourtant, chaque détail semblait amplifier mon malaise. Lorsque le serveur est arrivé pour prendre ma commande, son comportement m'a immédiatement frappé. Il n'a pas regardé Gabriel, pas une seule fois. Son regard semblait fuir, comme s'il avait peur de croiser le sien. Il m'a à peine adressé quelques mots, ses mains tremblant légèrement en posant le menu devant moi. J'ai tenté de faire la conversation avec Gabriel, mais il se contentait de sourire ou de hocher la tête, ses gestes étrangement précis, presque mécaniques. Ses lèvres semblaient bouger parfois, comme s'il allait parler, mais aucun son ne sortait. J'ai fini par me concentrer sur mon environnement, espérant me distraire. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de bizarre, le reflet de Gabriel dans le miroir derrière lui. Il semblait décalé. Chaque mouvement qu'il faisait avait une fraction de seconde de retard dans le miroir. Au début, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours, mais plus je regardais, plus c'était évident. Les autres clients, quant à eux, terminaient rapidement leur repas et quittaient la salle, presque précipitamment. En moins d'une demi-heure, le restaurant était vide, à l'exception de Gabriel, moi et le personnel, qui semblaient éviter notre table autant que possible. À ce moment-là, une pensée glaçante m'a traversé l'esprit. Et si je n'aurais pas dû venir? J'ai essayé de faire abstraction de ce malaise grandissant, me disant que c'était sûrement dans ma tête. Mais Gabriel continuait à me perturber. Il ne disait rien, absolument rien. Chaque fois que je lui posais une question, il se contentait de me regarder avec ce sourire figé, presque inhumain, ou hochait doucement la tête, comme si ça suffisait pour répondre. À un moment, j'ai tenté une plaisanterie pour détendre l'atmosphère. « Tu es vraiment un homme de peu de mots, hein ?» ai-je dit en riant nerveusement. Son sourire s'est légèrement élargi, mais il n'a toujours rien dit. C'était comme s'il jouait un rôle, une imitation maladroite de ce que devrait être une interaction humaine. Mais ce n'était pas tout. Ses mouvements étaient étranges. Lorsqu'il levait son verre ou ajustait sa serviette, il le faisait avec une précision presque chirurgicale, comme un automate. Et ce reflet dans le miroir derrière lui continuait de me hanter. Chaque fois que je regardais, j'avais l'impression que son image dans le miroir me fixait directement, même lorsqu'il ne me regardait pas en face. Je commençais à sentir une pression dans ma poitrine, une angoisse sourde qui ne faisait que croître. J'ai essayé de détourner mon attention en appelant un serveur, mais personne ne venait. Les employés semblaient tous s'affairer loin de notre table, évitant soigneusement de croiser notre regard. Gabriel, lui, semblait s'amuser de mon inconfort. Il m'observait, silencieux, ses yeux fixés sur moi comme s'il cherchait à lire dans mes pensées. Et alors que je détournais les yeux, je l'ai vu bouger du coin de l'œil un geste rapide, presque imperceptible. Quand je suis revenu sur lui, il était parfaitement immobile, mais je pouvais jurer qu'il s'était approché légèrement, même s'il n'avait pas quitté sa chaise. Mon instinct me criait de partir, de trouver une excuse,
n'importe quoi pour mettre fin à ce dîner. Mais mes jambes semblaient clouées au sol, et une pensée horrible me traversait l'esprit. Et si ce n'était pas moi qui décidais quand cette soirée se terminerait? Le malaise était devenu insupportable. Chaque fibre de mon être me hurlait de partir, mais quelque chose me retenait, comme une force invisible qui m'empêchait de bouger. Gabriel continuait de me fixer, son sourire toujours figé, presque sculpté sur son visage. Finalement, un serveur s'est approché, jetant des regards furtifs à Gabriel comme s'il craignait de s'attarder trop longtemps près de lui. Lorsque je lui ai demandé où se trouvaient les toilettes, il a baissé la voix, son ton tremblant. « Vous devez partir. Maintenant. Mais faites-le calmement. » Mon sang s'est glacé. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, mais il a reculé, lançant un regard paniqué en direction de Gabriel avant de se retirer précipitamment. Mon cœur battait à tout rompre. Pourquoi fallait-il que je parte? Qui était vraiment Gabriel? Quand je me suis retourné vers lui, il n'était plus assis. Il se tenait debout à côté de la table, immobile, son visage incliné légèrement sur le côté, comme s'il m'étudiait. À cet instant, le temps semblait s'arrêter. Les bruits de la cuisine en arrière-plan s'étaient tus. Même l'air autour de moi semblait figé. J'ai essayé de parler, mais ma voix s'est brisée. Gabriel s'est avancé lentement, et j'ai enfin vu ses yeux de près. Il n'était pas humain. Il n'y avait rien derrière ce regard, rien d'autre qu'un vide terrifiant, comme si je regardais dans une faille sans fin. J'ai bondi de ma chaise, mais mes jambes étaient lourdes, comme si elles refusaient de répondre. En reculant, je me suis tourné vers le miroir derrière lui et j'ai vu quelque chose. Ce n'était plus son reflet, mais une forme noire, informe, qui pulsait et s'étendait, dévorant peu à peu l'espace autour de lui. « Tu n'aurais pas dû venir, Anna » a-t-il enfin murmuré, sa voix résonnant comme un écho dans ma tête, bien que ses lèvres soient restées immobiles. J'ai crié, me précipitant vers la porte. Mais lorsque je l'ai atteinte et que j'ai tenté de l'ouvrir, je me suis retrouvé face à un mur. Le restaurant tout entier semblait avoir changé, les murs se resserrant, les lumières vacillantes projetant des ombres mouvantes. Et Gabriel, ou ce qu'il était, avançait toujours vers moi. Je ne savais plus où j'étais. Le restaurant semblait s'étirer à l'infini, comme un labyrinthe cauchemardesque. Chaque fois que je croyais reconnaître une sortie, je me retrouvais de nouveau face à cette table, à cette chaise où j'avais osé m'asseoir. Gabriel, ou plutôt la chose qu'il était devenu, m'attendait là, son sourire déformé, ses yeux vides m'engloutissant. J'ai essayé de courir, de frapper les murs, mais tout était inutile. Le temps lui-même semblait se plier à sa volonté. Je ne savais plus depuis combien de temps j'étais là. Des heures? Des jours? Chaque seconde passée dans ce lieu semblait s'éroder en moi, me vidant de ma volonté. Puis, j'ai compris. Gabriel n'était pas un homme. Il n'était même pas une créature au sens où nous l'entendons. Il était une entité, une force qui se nourrissait de ceux qui, comme moi, avaient été assez stupides pour répondre à son appel. Ce restaurant n'était pas un lieu, c'était une prison, un piégeur du temps et de l'espace. « Tu ne peux pas partir, Anna » a-t-il murmuré à nouveau, cette fois avec une voix claire et terrifiante. « Ce n'est pas moi qui t'ai piégé. C'est toi. » J'ai essayé de protester, mais mes propres souvenirs commençaient à se brouiller. Était-ce vrai? Pourquoi étais-je venu ici? Avais-je répondu à un appel ou l'avais-je moi-même provoqué? Je ne savais plus ce qui était réel ou ce qui ne l'était pas. Et alors que je sentais mes forces m'abandonner, je l'ai vu tendre la main vers moi, son visage s'étirant en un rictus monstrueux. Mon dernier souvenir est celui de ses doigts glacés touchant ma peau, et de la sensation de me dissoudre, comme si mon existence elle-même était aspirée dans ce vide qui le constituait. Maintenant, je suis ici, quelque part entre la réalité et le néant. Je vois d'autres personnes arriver, comme moi, attirées par son sourire parfait et ses promesses vides. Et si vous entendez parler de Gabriel, si jamais quelqu'un vous propose un dîner dans un restaurant isolé, fuyez. Parce que la prochaine fois, ce pourrait être vous à cette table. Et personne ne pourra vous sauver. Je me souviens encore de ce soir où tout a commencé. C'était notre 3e rendez-vous, et je dois avouer que j'étais nerveuse. Étienne avait quelque chose d'envoûtant, une élégance naturelle, un mystère qui m'attirait comme un papillon vers une flamme. Nous nous étions rencontrés par hasard dans un petit café près du quartier latin, et depuis, chaque moment passé avec lui semblait tiré d'un roman. Ce soir-là, il m'attendait à l'entrée d'un restaurant discret, niché dans une rue pavée où les lampadaires diffusaient une lumière douce et jaunâtre. Étienne portait un manteau noir impeccable, et son sourire me fit immédiatement oublier le froid mordant de la nuit. « Camille, » dit-il en me tendant un petit paquet enveloppé avec soin, « j'ai pensé que cela te plairait. » Je pris le cadeau avec une pointe de surprise. Le papier était épais, d'un rouge profond,
et une fine ficelle dorée le maintenait fermé. Je l'ouvris avec précaution, dévoilant un flacon de parfum ancien, sa bouteille de verre gravée de motifs complexes. « C'est magnifique, murmurai-je, touché par l'attention. C'est une essence rare, répondit-il avec un léger sourire. Je l'ai trouvée dans une petite boutique, près de Montmartre. L'arôme m'a tout de suite fait penser à toi. J'ouvris le flacon et laissai une goutte tomber sur mon poignet. L'odeur était étrange, enivrante, mais familière d'une manière que je ne parvenais pas à définir. Il y avait une note florale douce, mêlée à quelque chose de plus profond, presque métallique. C'est fascinant, dis-je en portant mon poignet à mon nez une seconde fois. Merci, Étienne. Nous entrâmes dans le restaurant, et la soirée se déroula comme dans un rêve. Étienne était charmant, drôle, captivant. Mais, tout au long du dîner, une pensée me hantait. Pourquoi ce parfum me semblait-il si familier, comme un souvenir oublié qui tentait de remonter à la surface? Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je n'arrêtais pas de penser au parfum. Il y avait quelque chose dans cet arôme qui me troublait, mais je ne savais pas quoi. Avant de me coucher, j'en ai appliqué une petite quantité derrière mes oreilles, me disant que peut-être il finirait par me sembler moins étrange avec le temps. Tout semblait normal au début. L'appartement était silencieux, à l'exception des bruits familiers de la rue. Je me suis endormi rapidement, mais ce fut un sommeil agité. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillé en sursaut. J'avais la sensation d'être observé. Mon cœur battait à tout rompre, mais je me suis raisonné en me disant que ce n'était qu'un mauvais rêve. Pourtant, à mesure que je reprenais mes esprits, j'ai entendu quelque chose. Un murmure, faible, indistinct, mais bien réel. Je me suis assise dans mon lit, tendant l'oreille. Les mots étaient impossibles à comprendre, comme s'ils provenaient d'une voix étouffée, à peine audible. Le son semblait venir de nulle part et partout à la fois. Je me suis levé, allumant toutes les lumières de l'appartement. Rien. Tout était en ordre. Pourtant, la sensation d'être observé persistait, une lourdeur invisible pesant sur mes épaules. Le lendemain matin, je me suis convaincu que c'était juste mon imagination, peut-être une combinaison de fatigue et de l'odeur inhabituelle du parfum. Mais les jours suivants, les phénomènes ont continué. Les murmures revenaient chaque nuit, devenant plus clairs, presque insistants. Parfois, je sentais une ombre bouger du coin de mon œil, mais quand je me retournais, il n'y avait rien. Et cette odeur, elle semblait s'intensifier, imprégnant chaque pièce de mon appartement, même quand je ne portais pas le parfum. Une nuit, alors que je me regardais dans le miroir de la salle de bain, j'ai remarqué quelque chose de différent. Mon reflet paraissait, décalé, comme s'il bougeait un instant après moi. Mon souffle s'est coupé, et j'ai reculé, terrifié. Quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais plus nier l'évidence. Ce parfum, ce cadeau, il portait en lui une présence, quelque chose d'invisible, mais terriblement réel. Je ne pouvais plus ignorer les signes. Les murmures devenaient plus pressants, comme des voix qui tentaient de se frayer un chemin dans ma conscience. Chaque nuit, elles se rapprochaient, jusqu'à ce que je ne puisse plus dormir sans avoir l'impression d'être observé. J'avais même commencé à fermer les rideaux plus tôt, mais cela n'aidait en rien. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui me hantait et que je ne comprenais pas. Un soir, complètement épuisé, j'ai décidé de chercher des réponses. J'ai repris le flacon du parfum, que j'avais soigneusement posé sur ma table de chevet, et l'ai examiné sous toutes ses coutures. J'avais déjà vu ces motifs gravés sur le verre, mais je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Ils étaient comme des symboles anciens, presque ésotériques. Curieuse, j'ai cherché leur signification, mais les recherches en ligne ne m'ont rien appris de concret. Il n'y avait aucune trace de ce parfum, aucun nom de créateur, rien. Juste l'étiquette, qui semblait être en vieux français, presque une langue oubliée. Je me suis rendu dans une bibliothèque, espérant trouver des informations dans des livres anciens. Et là, dans un coin reculé, parmi des volumes poussiéreux, j'ai trouvé un ouvrage qui semblait presque fait pour moi. C'était un livre épais, relié en cuir noir, intitulé « L'essence de l'âme ». Intrigué, je l'ai ouvert. Les pages étaient remplies de descriptions détaillées de rituels occultes, de pratiques alchimiques et de recettes de parfums. À un moment donné, mes yeux se sont arrêtés sur un passage qui parlait de elle, essence, un parfum fabriqué à partir des derniers souffles de ceux qui avaient été sacrifiés dans des rites anciens. Le parfum était censé capturer l'âme de la victime, emprisonnant son esprit dans la fragrance. Celui qui possédait le flacon contrôlait la volonté de l'âme enfermée. Le texte mentionnait également que les parfums fabriqués de cette manière avaient des effets secondaires terrifiants, des murmures persistants, des visions effrayantes, et, au final, l'asservissement de l'âme du porteur du parfum à la volonté de l'entité qui l'avait libéré. Je n'en croyais pas mes yeux. Étienne,
Il savait. Il savait ce qu'il faisait. Et je n'étais qu'un instrument dans un jeu bien plus grand que moi. Le parfum n'était pas seulement une offrande, il était un piège. Un piège pour mon âme. Je suis sorti précipitamment de la bibliothèque, le livre serré contre ma poitrine, le cœur battant à tout rompre. Tout ce que je pensais être une simple curiosité s'était transformé en un cauchemar sans fin. Et Étienne? Étienne n'était pas simplement un homme charmant. Il était celui qui m'avait introduit dans ce monde de ténèbres, un monde où je n'avais aucune place. Je n'avais plus de doute. Étienne n'était pas ce qu'il semblait être. Le parfum, ce cadeau en apparence innocent, n'était qu'une porte vers quelque chose de bien plus terrifiant. Il fallait que je lui fasse face, que je comprenne ce qu'il savait et pourquoi il m'avait impliqué dans cette horreur. Je n'ai pas attendu longtemps avant de le contacter. Il m'avait toujours laissé une impression étrange, mais je ne m'étais jamais imaginé qu'il pourrait être lié à quelque chose d'aussi sombre. Nous nous sommes retrouvés dans un petit parc, un endroit que j'avais choisi, un peu en retrait, loin de l'agitation de la ville. Étienne arriva, comme d'habitude, vêtu de son manteau noir et avec ce regard perçant qui semblait lire mes pensées. Son sourire, à peine perceptible, me fit frissonner. Il savait que j'avais découvert quelque chose. « Camille, tu as l'air différente, » dit-il en s'approchant. « Quelque chose te tracasse ?» J'essayai de garder mon calme, mais la peur me rongeait de l'intérieur. « Étienne, ce parfum, ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit. » Son sourire se figea un instant, avant de revenir plus froid, presque satisfait. « Tu l'as senti, n'est-ce pas? Il t'a appelé. Il est fort, ce parfum. Il sait exactement ce que tu veux. » J'essayai de dissimuler ma panique derrière une expression de défi. « Pourquoi moi? Pourquoi ce parfum? Pourquoi me l'avoir donné ?» Il s'assit lentement sur un banc, comme si cette conversation n'avait aucune importance pour lui. Puis il me regarda, ses yeux devenant soudainement plus sombres, plus intenses. « Ce parfum, Camille, c'est une essence rare. Elle a une particularité, il choisit ceux qui sont réceptifs. Ceux qui, comme toi, cherchent quelque chose au-delà du monde visible. » Je le fixais, ne comprenant toujours pas. « Réceptif? Mais pourquoi m'avoir choisi ?» Étienne se leva et s'approcha de moi. Son souffle se faisait plus lourd, comme s'il s'apprêtait à révéler un secret ancien, quelque chose de terrible. « Tu te souviens de ce que tu as ressenti quand tu as mis ce parfum pour la première fois? Cette familiarité, ce sentiment que tu le connaissais déjà? Ce n'était pas un hasard. Le parfum choisit celui qu'il veut posséder. Il crée une connexion, une sorte de lien. Et une fois que ce lien est établi, il ne se brise jamais. » Je reculai légèrement, le cœur battant, l'angoisse me serrant la gorge. « Tu veux dire que je suis piégé? » Étienne inclina légèrement la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Oui, piégé, mais pas à moi. À lui, à ce qui se cache dans l'essence. Ce parfum contient quelque chose de plus ancien que le temps lui-même, une présence qui cherche toujours à se libérer. Ce n'est pas juste une fragrance, c'est un esprit. Et cet esprit a maintenant pris racine en toi. » Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Tout ce que j'avais cru comprendre venait de se dérober. Étienne n'était pas seulement l'instigateur de ce cauchemar, il en faisait partie. Il était lié à ce parfum, à cette force obscure qui m'avait envahi. Mais ce n'était pas tout. Je comprenais à présent qu'il n'avait pas simplement cherché à me manipuler. Il m'avait utilisé comme un moyen pour que cette chose s'empare de moi. Il savait que je serais réceptive, que j'ouvrirais la porte. Je tournai les talons et me précipitai hors du parc, mon esprit en pleine tourmente. Étienne, lui, ne bougea pas. Ces mots résonnaient dans ma tête, un avertissement, une promesse terrifiante. Le parfum n'était pas un cadeau. C'était une malédiction. Et je ne savais pas comment en sortir. Je n'avais plus de temps. Plus de place pour l'ignorance ou l'espoir que tout cela soit un mauvais rêve. Chaque nuit, les murmures s'intensifiaient, les visions devenaient plus claires. Des ombres dansaient dans le coin de mes yeux, des silhouettes indistinctes se glissant dans les murs. Le parfum était partout, imprégnant ma peau, mes vêtements, l'air même que je respirais. Il m'enveloppait, me possédait, comme une brume dense et inévitable. Je savais que je devais agir, et vite. Étienne m'avait dit la vérité, mais il avait omis une chose cruciale: comment en finir avec ce parfum, cette entité qui se nourrissait de ma peur et de ma confusion. Le livre, L'essence de l'âme, m'avait montré que la seule façon de briser le lien était de se confronter directement à l'entité, de la forcer à sortir de son abîme, à rompre l'illusion qu'elle créait autour de moi. Mais comment affronter un esprit prisonnier d'un parfum, une présence si ancienne et si puissante? Il fallait que je trouve Étienne, que je l'affronte une dernière fois. Ce n'était plus un choix. C'était une nécessité. Mais je savais que, d'une manière ou d'une autre, il n'était pas seul.
Ce parfum était plus qu'un simple objet, il était le véhicule d'une entité qui n'avait aucune intention de partir. Je me rendis dans l'appartement d'Étienne. Il n'était pas là, mais je savais que sa présence flottait quelque part autour de moi, comme une ombre. Je fouillai son appartement à la recherche de tout indice qui pourrait m'aider à comprendre comment libérer l'esprit captif dans le parfum. C'est là que je trouvai une porte dérobée, cachée derrière un tapis ancien. Un escalier menait à une cave souterraine, une cave humide et noire comme la nuit. Sans réfléchir, je descendis, les mains tremblantes, le cœur battant la chamade. Arrivé en bas, je fus envahi par une odeur âcre et pourrie, un mélange de décomposition et de fleurs mortes. La lumière d'une bougie vacillait dans un coin de la pièce, et sur une table en bois, je vis ce qui ressemblait à un autel. Le flacon de parfum y était posé, entouré de bougies noires, de pierres gravées de symboles occultes. Je savais que la confrontation était inévitable. Mais avant que je puisse m'avancer, une voix, profonde et grave, s'éleva dans la pièce. « Tu pensais vraiment pouvoir fuir, Camille ?» Je me retournai brusquement, et là, dans l'ombre, Étienne apparut. Son visage, auparavant séduisant, était désormais tordu, comme une marionnette contrôlée par une force extérieure. Ses yeux étaient vides, dénués d'humanité, comme si l'esprit qui habitait le parfum l'avait complètement submergé. « Ce n'est pas toi qui as le contrôle ici, Étienne, hurlai-je, ma voix brisée par la peur. C'est lui. C'est ce parfum, cette chose que tu as libérée. Étienne sourit, mais ce sourire était froid, dépourvu de chaleur. Non, Camille. Il n'y a pas de retour en arrière. L'esprit est déjà lié à toi. Et maintenant, tu dois payer le prix. C'était la dernière chance. J'attrapai le flacon de parfum, serrant le verre entre mes mains, sentant l'odeur me consumer. Je savais qu'il fallait que je brise ce lien, que je détruise cette essence, ou il me détruirait. Dans un geste désespéré, je jetai le flacon au sol. Le verre se brisa en 1000 morceaux, libérant une explosion de parfum, une vague de chaleur, une lumière aveuglante. Je fermai les yeux, attendant l'inévitable. Mais quand je les rouvrirai, Étienne avait disparu. La cave était vide. Le parfum ne flottait plus dans l'air. Et pourtant, dans le silence qui suivit, je savais que ce n'était pas la fin. Je remontai lentement à la surface, le cœur lourd, l'esprit épuisé. Il n'était peut-être pas derrière moi, mais ce parfum, cette entité, resterait à jamais une partie de moi. Un souvenir, une malédiction que je porterai jusqu'à la fin de mes jours. Nous avions besoin de cette escapade. Louis et moi, après des mois de tensions silencieuses et de disputes insignifiantes, avions décidé de prendre un week-end rien que pour nous. Pas de travail, pas d'appel, juste la route et l'idée de retrouver ce que nous avions perdu. Il avait planifié l'itinéraire, mais, comme toujours, il voulait éviter les grandes routes. C'est plus rapide par les petites routes, et plus romantique, avait-il dit en souriant. Au début, tout semblait parfait. Le soleil descendait doucement à l'horizon, peignant le ciel de teintes rosées et orangées. La musique jouait doucement en fond, et l'air frais de la campagne entrait par la fenêtre entrebâillée. Mais plus nous avancions, plus la route semblait s'éloigner de tout. Les maisons se faisaient rares, les poteaux électriques aussi. Le bitume était irrégulier, parfois même couvert de fissures. « T'es sûr qu'on est sur le bon chemin ?» ai-je demandé, un peu inquiète. Louis a haussé les épaules, les yeux rivés sur la route. « Oui, regarde, le GPS indique qu'on gagne au moins une demi-heure. Fais-moi confiance. » Mais il y avait quelque chose dans l'air. Une lourdeur. Le genre de silence qui s'installe quand il n'y a plus de vie autour, juste le vide. La lumière du jour s'effaçait rapidement, et bientôt, les phares de la voiture étaient notre seule source de clarté. J'avais l'impression que chaque kilomètre nous éloignait un peu plus de la réalité. Alors que je regardais par la fenêtre, mon esprit vagabondait. Et si cette route n'avait pas de fin? Une pensée absurde, mais elle refusait de me quitter. Ce sentiment étrange, comme si nous étions observés. Nous roulions depuis près d'une heure sur cette route déserte, et le silence entre Louis et moi devenait aussi pesant que l'obscurité qui nous entourait. La monotonie du trajet était seulement brisée par le bruit des pneus sur l'asphalte abîmé. Puis, au loin, dans l'ombre, une silhouette est apparue sur le bas-côté. « C'est quoi ça ?» ai-je murmuré, en me redressant sur mon siège. Louis a ralenti, plissant les yeux pour distinguer ce qui semblait être deux personnes. Un homme et une femme, debout à côté d'une voiture au feu de détresse clignotant. Ils faisaient de grands signes avec leurs bras, visiblement en détresse. « Ils ont l'air d'avoir un problème » a dit Louis en s'arrêtant doucement. Mon estomac s'est noué. Je n'aimais pas ça. On devrait continuer, Louis. C'est dangereux. Il m'a regardé, hésitant. Claire, ils ont peut-être vraiment besoin d'aide.
On ne peut pas juste les ignorer. Avant que je puisse insister, il avait déjà baissé la vitre. L'homme, grand et maigre avec un sourire trop large, s'est approché. Derrière lui, la femme restait en retrait, ses bras croisés, les yeux fixant intensément notre voiture. « Bonsoir, désolé de vous déranger », a commencé l'homme avec une voix étrange, presque chantante. « Notre voiture est tombée en panne. On est perdu, et il n'y a pas de réseau ici. Est-ce que vous pourriez nous emmener jusqu'à la prochaine station ?» Mon instinct hurlait que quelque chose ne tournait pas rond. Mais Louis, toujours trop gentil, a hoché la tête. « Bien sûr, montez. » Ils se sont installés à l'arrière, et dès qu'ils ont fermé les portières, j'ai senti un froid glacial envahir l'habitacle. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. L'homme souriait toujours, trop largement. La femme, elle, avait le regard fixe, comme si elle examinait chaque détail de notre voiture et de nous. « Merci beaucoup, » a dit l'homme. « Vous êtes vraiment adorable. Louis et Claire, c'est ça ?» Mon cœur a raté un battement. « Comment savez-vous » Il a éclaté de rire. Un rire qui résonnait dans mes oreilles, bien trop fort pour l'espace confiné de la voiture. Je me suis tourné vers Louis, mais il avait les mains crispées sur le volant, le regard figé. Nous étions piégés. Le silence dans la voiture était devenu insupportable. Chaque mot échangé avec ces étrangers semblait chargé d'une tension invisible. Louis continuait à conduire, mais je pouvais voir sa mâchoire serrée et ses mains crispées sur le volant. Moi, je n'arrivais pas à me détendre. Quelque chose dans leur présence me glaçait jusqu'aux os. « Alors, vous allez où » a demandé l'homme, sa voix cassant le silence d'un ton presque jovial. « À un chalet, pour un week-end » a répondu Louis, sa voix trahissant une nervosité inhabituelle. L'homme a hoché la tête, un sourire mystérieux au coin des lèvres. « Oh, ça a l'air charmant. Un endroit isolé, rien que vous deux, c'est parfait. » Je me suis tourné vers lui, le cœur battant. Il n'aurait pas dû savoir ça. Nous n'avions rien dit de précis sur notre destination. « Comment savez-vous que c'est isolé » ai-je demandé, la gorge sèche. Son sourire s'est élargi, mais il n'a pas répondu. À côté de lui, la femme, toujours silencieuse, a enfin parlé, sa voix douce mais étrangement froide. « Vous avez choisi une très belle route. Rarement empruntée. Peu de gens passent par ici. Vous avez beaucoup de chance. » Je me suis tourné vers Louis, mon instinct hurlant que quelque chose ne tournait pas rond. Il a essayé de faire comme si de rien n'était. « Vous vivez dans la région » a-t-il demandé, tentant de briser la tension. L'homme a éclaté de rire, un son qui semblait résonner bien plus fort qu'il n'aurait dû dans l'espace confiné de la voiture. « Disons que nous connaissons bien les environs. Nous avons l'habitude de croiser des gens comme vous. » Ces mots m'ont glacé. Louis a évité mon regard, mais je savais qu'il pensait la même chose que moi. Ils en savaient trop. Beaucoup trop. Mon esprit tournait à toute vitesse. Qui était-il? Comment pouvait-il connaître autant de détails sur nous? « Louis » ai-je murmuré, mais il m'a coupé. « Ça va aller, Claire » a-t-il dit, comme pour se convaincre lui-même. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Ces inconnus n'étaient pas des gens ordinaires. Et nous étions maintenant loin, trop loin, pour faire demi-tour. Le poids de leur présence était suffocant. Chaque kilomètre parcouru semblait nous éloigner davantage de tout point de repère. La route se tordait, se rétrécissait, et bientôt, même le GPS s'était figé, incapable de suivre notre trajet. Louis jetait des coups d'œil nerveux dans le rétroviseur. Je savais qu'il réfléchissait à un moyen de se débarrasser d'eux, mais nous étions au milieu de nulle part. Pas de réseau, pas d'éclairage, et aucune idée d'où cette route nous menait. « On va bientôt arriver à un croisement » a dit Louis d'une voix tendue. « Je vais faire demi-tour. »« Oh, ce n'est pas nécessaire » a murmuré la femme à l'arrière. Sa voix douce, presque un murmure, m'a fait frissonner. « La route sur laquelle vous êtes, elle ne mène qu'à un seul endroit. » Je me suis retourné brusquement, cherchant une explication dans son regard, mais elle me fixait avec une intensité glaçante, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Louis a appuyé sur les freins, trop brusquement, et la voiture a dérapé légèrement. « Descendez » a-t-il dit d'une voix ferme. « Ça suffit. Vous descendez maintenant. » L'homme a éclaté de rire, ce même rire strident qui semblait remplir tout l'espace. « Descendre? Pourquoi faire? Nous sommes exactement là où nous devons être. Et vous aussi. » Je sentais mon cœur battre à toute vitesse. La femme s'est penchée vers moi, son visage maintenant si près que je pouvais sentir son souffle glacial. « Vous pensiez que c'était un hasard, Claire? Cette route? Nous? Tout ça? Vous êtes ici parce que vous deviez y être. Il n'y a pas de retour en arrière. » Louis a essayé de redémarrer la voiture, mais le moteur a toussé et s'est éteint. La lumière des phares vacillait, plongeant la route dans une obscurité presque totale.
À ce moment-là, je savais que nous n'étions plus maîtres de ce qui allait se passer. Le regard de l'homme a croisé le mien dans le rétroviseur, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose d'inhumain dans ses yeux. Ce n'était pas seulement un sourire malveillant. C'était la certitude d'un prédateur qui sait que sa proie n'a plus d'échappatoire. Le silence s'installa, lourd, presque palpable. Louis martelait la clé dans le contact, désespéré de redémarrer la voiture, mais chaque tentative semblait étouffée par cette présence oppressante à l'arrière. « Arrête !» ai-je chuchoté, ma voix tremblante. « Ça ne sert à rien. » Avant qu'il puisse répondre, les lumières des phares s'éteignirent complètement, nous plongeant dans une obscurité totale. J'étais pétrifié. La seule chose que je pouvais entendre était ma propre respiration haletante et le battement frénétique de mon cœur. Puis, un murmure. Une voix à peine audible, venant de la femme. « Vous êtes enfin arrivé. » Soudain, la portière de ma côté s'ouvrit avec une force inexplicable, et une main glaciale m'attrapa le bras. Je criai, mais le son fut rapidement étouffé, comme si l'air autour de nous avait été aspiré. Louis criait aussi, mais je ne pouvais pas le voir. Tout était noir, et une sensation de vertige m'envahissait. Quand je repris mes esprits, j'étais seul. Assise dans la voiture, les mains tremblantes sur mes genoux. Les phares étaient de nouveau allumés, éclairant une route vide devant moi. Je tournai la tête. Louis n'était plus là. Je sortis en titubant, criant son nom dans la nuit froide. Aucune réponse, seulement l'écho de ma propre voix. La voiture des étrangers avait disparu, ainsi que toute trace de leur passage. Le téléphone de Louis gisait sur le siège du conducteur. En l'allumant, je remarquai une seule notification. Une vidéo enregistrée quelques minutes plus tôt. Avec les mains tremblantes, je la lançai. C'était Louis. Il était dans la voiture, son visage tordu par la peur, hurlant quelque chose que je ne pouvais pas entendre clairement. Derrière lui, je distinguai une silhouette, ou plutôt deux. Elles se confondaient avec l'obscurité, leur visage déformé par un sourire cruel. La vidéo s'arrêta brusquement, et l'écran devint noir. Je savais que je ne reverrais jamais Louis. Mais le pire, c'était ce message qui apparut ensuite sur le téléphone, écrit en lettres blanches. « Tu étais la prochaine depuis le début. » Je remontai en voiture, incapable de penser, incapable de pleurer. Je ne savais qu'une chose, cette route ne me laisserait jamais repartir. Je n'aurais jamais imaginé que dire oui à un simple message sur une application de rencontre pourrait me mener si loin de ma zone de confort. Mais Laurent était différent. Dès nos premiers échanges, il avait ce quelque chose d'irrésistible, un mélange de confiance et de mystère. Sa photo de profil, un sourire désarmant encadré par des cheveux légèrement ébouriffés, avait capté mon attention immédiatement. Et ses messages, toujours bien écrits, avec une pointe d'humour qui me faisait sourire malgré moi. Alors, quand il m'a proposé de passer un week-end dans une cabane isolée qu'il possédait dans la forêt, j'ai hésité, bien sûr. Qui ne le ferait pas? Partir seul avec un homme que je ne connaissais que depuis quelques semaines, cela semblait imprudent. Mais il m'a rassuré. Je te promets, tu te sentiras en sécurité. C'est un endroit parfait pour se déconnecter du monde et se connecter, nous deux. Je ne pouvais pas nier que l'idée était séduisante. Depuis des mois, ma vie se résumait à métro, boulot, dîner solitaire et un défilement sans fin sur les réseaux sociaux. Un week-end en pleine nature, avec quelqu'un qui semblait aussi charmant que Laurent, était tentant. Alors j'ai dit oui. Nous avons pris sa voiture samedi matin. Le trajet jusqu'à la cabane était agréable, ponctué de discussions légères et de musique douce. Laurent conduisait avec assurance, jetant de temps en temps des coups d'œil vers moi avec un sourire discret. Je devais admettre qu'il était encore plus séduisant en personne. Grand, une mâchoire marquée, et des yeux gris perçants qui semblaient tout voir. Quand nous sommes arrivés, la cabane était exactement comme il l'avait décrite. Rustique mais charmante, nichée au milieu de sapins imposants. L'air était frais, légèrement humide, et le silence environnant donnait l'impression que nous étions les seuls êtres humains sur Terre. « Bienvenue dans mon petit coin de paradis, Camille », a-t-il dit en ouvrant la porte de la cabane. Et, à cet instant précis, j'ai cru que ce week-end serait réellement parfait. La cabane avait un charme indéniable, mais dès que nous avons franchi le seuil, quelque chose m'a semblé étrange. L'intérieur était sombre, avec des murs en bois brut qui semblaient absorber la lumière. Un vieux poêle trônait au centre de la pièce principale, et quelques meubles usés complétaient le décor. Laurent, pourtant, semblait parfaitement à l'aise. « Installe-toi, je vais allumer un feu », a-t-il dit, posant nos sacs près d'un canapé fatigué. Je me suis assise, observant les lieux avec plus d'attention. Sur une étagère poussiéreuse, des livres aux couvertures usées côtoyaient des objets hétéroclites. Une vieille horloge arrêtée, une petite figurine en bois,
et un cadre photo face contre table. Je me suis surprise à vouloir le retourner, mais quelque chose m'a retenu. Pendant que Laurent s'activait, nous avons commencé à parler de nos vies. Il m'a raconté son travail dans une start-up, ses voyages en Europe et son amour pour la nature. Mais au fil des échanges, des détails ne collaient pas. Une anecdote sur un voyage à Paris qu'il disait avoir fait l'été dernier, mais qu'il avait mentionné comme étant l'année d'avant dans un message précédent. Ou encore son métier. Il disait travailler dans la communication, mais certaines de ses explications semblaient floues, presque improvisées. « Et toi, Camille ?» m'a-t-il demandé soudainement, interrompant mes pensées. « Pourquoi t'es-tu inscrite sur cette application ?» Sa question, bien qu'innocente, m'a mise mal à l'aise. Peut-être parce que je commençais à ressentir une certaine tension, un décalage entre son sourire chaleureux et ce que je percevais dans son regard. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Le lit grinçait à chaque mouvement, et le silence de la forêt, que j'avais imaginé apaisant, était presque oppressant. Par moments, j'entendais des bruits, des craquements venant des murs, ou peut-être du sol. Laurent, de son côté, dormait profondément, son souffle régulier emplissant la pièce. Enfermé dans l'obscurité de cette cabane, je me suis surprise à me demander « Qui est vraiment Laurent? Et qu'est-ce que je faisais ici, si loin de tout et de tous ?» Le lendemain matin, alors que Laurent était sorti couper du bois, je me suis réveillé seul dans la cabane. Le silence pesait lourd, et je ne pouvais m'empêcher de repenser aux détails étranges de la veille. Tentant de chasser ces pensées, je me suis levé et ai commencé à explorer les lieux. Sur une petite table près de la fenêtre, une pile de vieux magazines et quelques objets personnels attiraient mon attention. Parmi eux, une clé rouillée semblait avoir été négligemment abandonnée. Mon regard s'est porté sur un petit meuble au coin de la pièce, une commode en bois avec un tiroir verrouillé. Hésitante, j'ai pris la clé et me suis accroupi devant le meuble. La serrure a cédé avec un déclic sourd, et le tiroir s'est ouvert dans un grincement prolongé. À l'intérieur, un mélange de papier froissé, de carnets griffonnés et une photo. C'était une vieille photo, jaunie par le temps. Laurent y figurait, plus jeune mais clairement reconnaissable. À ses côtés, une femme souriante aux cheveux longs, tenant sa main. Derrière eux, la cabane. La même cabane où je me trouvais en ce moment. Mon cœur a raté un battement. Laurent m'avait dit qu'il avait acheté cette cabane il y a quelques années à peine, mais cette photo semblait bien plus ancienne. En bas, une date était inscrite à la main, été 2018. Je me suis empressé de replacer la photo dans le tiroir, mon esprit tourbillonnant. Qui était cette femme? Pourquoi Laurent n'en avait-il jamais parlé? Avant que je ne puisse réfléchir davantage, j'ai entendu des pas lourds sur le perron. Laurent entra, portant un tas de bois dans les bras. Il me lança un sourire chaleureux, mais je ne pouvais m'empêcher de le regarder différemment. « Tout va bien ?» demanda-t-il en posant les bûches près du poêle. Je me suis forcé à sourire, enfouissant mes inquiétudes au fond de moi. Oui, bien sûr. Juste un peu fatigué. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Et cette photo n'était qu'un début. L'après-midi a passé dans une étrange tension. J'avais tenté de chasser mes préoccupations, mais elles revenaient sans cesse, comme une brume persistante. Laurent semblait complètement détendu, allant et venant entre la cabane et l'extérieur, s'affairant à couper du bois ou à entretenir le feu. Mais plus je pensais à la photo, plus je sentais une angoisse croissante m'envahir. En fin de journée, alors que le ciel commençait à se teinter d'orange et que la lumière déclinait, j'ai décidé de sortir. J'avais besoin de respirer, de faire le point. Laurent, en me voyant prendre la direction de la forêt, m'a lancé un sourire complice. « Tu veux faire une petite balade ?» a-t-il proposé. Je lui ai répondu par un geste de la main, préférant partir seul. La forêt semblait calme, mais une étrange lourdeur pesait sur l'air. Je m'éloignai un peu de la cabane, traversant des buissons épais et des fougères jusqu'à atteindre une clairière où le sol semblait avoir été perturbé. Je me suis arrêté en voyant un endroit où la terre était fraîchement remuée, comme si quelqu'un l'avait récemment retournée. Curieuse, j'ai commencé à creuser avec mes mains, ne me souciant plus du tout des salissures sur ma peau. L'air était humide et lourd, la terre humide collait à mes doigts, mais quelque chose m'attirait. Au bout de quelques minutes de fouilles frénétiques, mes doigts heurtèrent quelque chose de dur. Un objet métallique. Je m'arrête, le cœur battant, et retire un petit médaille en métal, gravé d'un prénom, Sophie. Ce prénom résonna dans ma tête, mais je ne savais pas pourquoi. Un frisson parcourut mon échine alors que je continuais à creuser, découvrant un morceau de tissu, rouge, taché de ce qui semblait être du sang séché. Je n'arrivais pas à respirer correctement. La panique m'envahissait, mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. Tout semblait lié à cette femme sur la photo et à la cabane elle-même. Mon esprit tournait en rond,
Mais une chose était claire maintenant, Laurent n'était pas celui qu'il prétendait être. Je voulais retourner à la cabane, prévenir Laurent, mais quelque chose m'en empêchait. Une sensation de danger imminent m'enveloppait. Tout à coup, un bruit de branches cassées fit écho derrière moi. Je me figeai, mon cœur s'emballant. Laurent. Je me retournai lentement, cherchant à apercevoir une silhouette dans l'ombre grandissante. Mais avant que je puisse distinguer quoi que ce soit, sa voix claire et calme s'éleva dans la nuit tombante. « Camille, tu as trouvé quelque chose de précieux, je vois. » Le vent soufflait plus fort à mesure que la nuit tombait, emportant avec lui une atmosphère de tension oppressante. Je restai figé sur place, les mains tremblantes, serrant encore la médaille et le morceau de tissu. Laurent se tenait là, à l'orée de la clairière, son regard glacial posé sur moi. Tu savais ?» Ma voix tremblait en parlant, comme si l'air lui-même s'opposait à mes mots. Laurent s'avança lentement, ses pas crissant sur les feuilles mortes. « Je savais que tu finirais par découvrir la vérité, Camille. Après tout, tu es plus perspicace que tu n'en as l'air. » Il marqua une pause, comme pour savourer l'instant. Sophie n'a pas voulu partir. Mais elle a dû partir. Pour de bon. Un frisson glacé me parcourut, mon esprit cherchant désespérément à comprendre. Sophie, la femme sur la photo. La terre retournée. Le sang sur le tissu. Tout avait pris un tour sinistre que je n'arrivais plus à ignorer. Pourquoi? Pourquoi m'amener ici, dans cette cabane? Demandai-je, ma voix à peine à murmure. Il rit doucement, un son qui n'avait rien de rassurant. Parce que j'avais besoin que tu vois. Que tu comprennes. Tu vois, Camille, cette cabane, ce lieu, c'est plus qu'un simple refuge. C'est là où tout commence, où tout finit. Sophie n'était pas la seule à ne jamais vouloir partir. Et toi, tu seras la prochaine. Je fis un pas en arrière, mon cœur battant la chamade. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Je pensais qu'il plaisantait, mais ses yeux, si froids et pénétrants, m'assuraient que non. Sans réfléchir, je tournai les talons et me mis à courir. La forêt s'étendait devant moi, noire et menaçante, mais je savais que je n'avais pas le choix. J'entendais ses pas derrière moi, rapides, presque prévisibles. Il était là, me suivant, me rattrapant à chaque foulée. Je n'osais pas me retourner, mais je pouvais sentir sa présence grandir derrière moi, comme une ombre prête à m'engloutir. Le bruit de ses pas s'intensifia, trop proche maintenant. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et aperçu sa silhouette, grande et menaçante, se faufilant entre les arbres. Je me suis enfoncé plus profondément dans la forêt, espérant échapper à son emprise. Mais chaque coin semblait offrir plus de ténèbres et moins de réponses. Soudain, un cri perça la nuit. Pas le mien. Un cri lointain, presque fantomatique, comme un écho d'un passé oublié. La voix de Sophie, peut-être. Ou une autre. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Je courais, de plus en plus vite, mes jambes en feu, mon souffle court, me demandant si je finirais par m'échapper ou si cette forêt me garderait à jamais. J'avais trouvé ce pamphlet par hasard, coincé sous l'essuie-glace de ma voiture. Un petit papier jauni, avec des bords déchirés, annonçait un cinéma alternatif, le théâtre de l'ombre, situé dans une ruelle dont je n'avais jamais entendu parler. L'idée m'a intrigué. J'ai toujours aimé les endroits insolites, ceux qui semblent appartenir à un autre temps. Alors, j'ai proposé à Amélie d'y aller. Elle a hésité un moment, souriant timidement, mais sa curiosité a fini par l'emporter. Nous sommes arrivés un peu après la tombée de la nuit. La façade du bâtiment était vieille, presque décrépite, avec des briques sombres et des fenêtres couvertes de poussière. Une enseigne clignotante, à moitié éteinte, portait simplement le mot cinéma. Amélie m'a regardé avec un mélange de méfiance et de fascination. « Tu es sûr que c'est ici? Ça ne ressemble pas du tout à un cinéma. » J'ai ri pour détendre l'atmosphère. Justement, c'est ça qui est cool. Fais-moi confiance. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'une odeur de bois humide et de moisi. Une femme, probablement la réceptionniste, se tenait derrière un petit comptoir en bois. Elle avait une allure étrange, vêtue de noir, ses cheveux gris attachés en un chignon serré. Sans un mot, elle nous a tendu 2 tickets, marqués d'une écriture presque illisible. En regardant autour, j'ai remarqué des affiches de films tapissant les murs, mais aucun titre ne m'était familier. Les visages sur les affiches semblaient figés dans des expressions de terreur, leurs yeux suivant nos mouvements. Amélie a glissé sa main dans la mienne. « Mathieu, ça me met mal à l'aise » a-t-elle murmuré. Je lui ai donné une légère pression sur la main pour la rassurer. Ce n'est qu'un vieux cinéma, rien de plus. Viens, allons voir ce film. La femme derrière le comptoir nous a simplement indiqué une porte, sans prononcer un mot. Ses yeux sombres semblaient nous scruter,
Mais je n'y ai pas prêté attention. La porte grinçait quand nous l'avons ouverte. À l'intérieur, une petite salle, faiblement éclairée, nous attendait. Et nous étions seuls. En entrant dans la salle, j'ai immédiatement senti quelque chose d'étrange. Les sièges, recouverts d'un velours rouge usé, semblaient avoir connu des décennies d'abandon. Une fine couche de poussière flottait dans l'air, éclairée par la faible lumière des appliques murales. Pas un bruit, pas une autre âme. C'était comme si ce lieu existait hors du temps, figé dans un passé qu'on aurait oublié. Amélie, toujours accrochée à mon bras, s'est arrêtée juste devant les rangées de sièges. Mathieu, pourquoi personne d'autre n'est là? Je n'avais pas de réponse. J'ai haussé les épaules, essayant de jouer la carte du détachement. C'est un cinéma alternatif, tu te souviens? Peut-être que ce genre de film n'attire pas grand monde. Mais même moi, je n'étais pas convaincu par mes propres mots. On aurait dit que cet endroit n'attendait que nous. Nous avons pris place au centre de la salle, sur 2 sièges qui grincèrent sous notre poids. L'écran, immense et jauni, semblait nous observer en silence. Pas de musique d'ambiance, pas de murmure de spectateurs. Rien que ce vide oppressant. Les lumières s'éteignirent soudain, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Je sentis Amélie se tendre à côté de moi, et sa main chercha la mienne. « C'est un peu trop, tu ne trouves pas ?» murmura-t-elle. Avant que je puisse répondre, le projecteur s'est mis en marche avec un bruit mécanique, et l'écran s'est illuminé. Pas de publicité, pas de bande-annonce, juste le titre du film qui apparut en lettres blanches sur fond noir, Le reflet de l'âme. Dès les premières images, mon cœur s'est figé. Sur l'écran, un couple marchait dans une rue étroite et sombre, main dans la main. Amélie et moi nous sommes échangés un regard. Les personnages portaient exactement les mêmes vêtements que nous ce soir-là. Leurs gestes, leur façon de marcher, tout était identique. « Mathieu, c'est nous », balbutia Amélie, sa voix tremblante. Je n'ai rien dit, mais une sueur froide coulait le long de ma nuque. Je voulais croire que c'était une coïncidence, que ça faisait partie du concept bizarre de ce cinéma. Mais une part de moi savait que ce n'était pas ça. Et le film continuait, projetant une version de nous-mêmes qui commençait à diverger de la réalité, mais d'une manière si subtile que c'en était presque imperceptible. Plus le film avançait, plus la tension devenait insupportable. Les versions de nous-mêmes à l'écran semblaient évoluer dans un monde qui ressemblait au nôtre, mais quelque chose n'allait pas. Au début, c'était de petits détails, une rue qui semblait familière mais légèrement différente, un objet dans leur appartement que nous n'avions jamais vu. Puis, les différences se firent plus troublantes. À l'écran, je voyais moi prendre un appel téléphonique alors qu'Amélie était dans une autre pièce. La voix au bout du fil était distordue, comme un murmure venu d'ailleurs. Je jetai un coup d'œil à Amélie, qui semblait incapable de détourner les yeux de l'écran. « Mathieu, pourquoi est-ce que je connais cette scène ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. Je n'avais pas de réponse. Une sensation de déjà-vu me frappait de plein fouet, comme si le film puisait dans des souvenirs oubliés, ou pire, dans des rêves que je n'avais jamais partagés. Sur l'écran, le couple se trouvait maintenant dans une maison que je ne reconnaissais pas immédiatement. Mais Amélie, elle, tressaillit. « C'est la maison de mon rêve » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je t'en ai parlé, tu te souviens ?» Je m'en souvenais. Une maison blanche, avec des fenêtres au cadre noir et une porte qui semblait toujours entr'ouverte. Elle m'avait décrit ce rêve des mois auparavant, un rêve où elle errait dans cette maison, poursuivie par une ombre qu'elle n'arrivait jamais à voir clairement. À l'écran, nous entrions dans cette maison. Chaque pièce était baignée d'une lumière froide, presque surnaturelle. Les personnages semblaient hésiter, comme s'ils savaient qu'ils n'auraient pas dû être là. Une porte, au bout d'un couloir interminable, attirait leur attention. Amélie agrippa mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Mathieu, ils ne doivent pas ouvrir cette porte, je le sais. » J'étais sur le point de répondre que ce n'était qu'un film, mais avant que je puisse parler, les personnages à l'écran se tournèrent lentement, presque imperceptiblement, vers nous. Pas vers la caméra, non. Vers nous. Leur regard semblait transpercer l'écran. Amélie recula instinctivement, et je sentis mon souffle s'accélérer. Comment était-ce possible? Puis, la porte à l'écran s'ouvrit, lentement, révélant une obscurité totale. Et c'est là que tout bascula. Une silhouette indistincte sortit de l'ombre, et le film sembla soudain devenir terriblement réel. Quand la porte s'ouvrit à l'écran, un bruit étrange emplit la salle, comme un souffle froid qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. À l'intérieur de la pièce sombre, une silhouette se détacha lentement de l'obscurité. Elle était floue, indistincte, mais sa présence était écrasante. Je pouvais sentir mon cœur battre à toute vitesse. À l'écran, les versions de nous-mêmes semblaient paralysées. Amélie à mes côtés me serrait le bras,
sa respiration rapide et tremblante. « Mathieu, je veux partir. Maintenant » murmura-t-elle. J'acquiesçai immédiatement, mais lorsque je me levai pour me diriger vers la sortie, quelque chose retint mon attention sur l'écran. La caméra montrait désormais la salle dans laquelle nous nous trouvions. Pas une salle qui ressemblait à celle-ci, exactement celle-ci. Je reconnus les sièges usés, la disposition des appliques murales, et pire encore, Amélie et moi assis au centre, figés dans la même position que maintenant. « C'est une blague » dis-je, mais ma voix trahissait ma panique. Sur l'écran, nos doubles se levèrent à leur tour, imitant nos mouvements. Ils regardaient autour d'eux, comme s'ils cherchaient quelque chose ou quelqu'un. Amélie se leva précipitamment, tirant sur mon bras. « Mathieu, on s'en va. » Nous nous dirigeâmes vers la porte, mais quand je tentai de l'ouvrir, elle ne bougea pas. Je forçai, j'appuyai mon épaule contre le bois, mais rien. « Elle est bloquée !» criai-je, essayant de dissimuler ma peur. Dans la salle, l'atmosphère était devenue oppressante. L'air semblait plus lourd, difficile à respirer, et un bourdonnement sourd résonnait tout autour de nous. Sur l'écran, nos doubles s'approchèrent de leur porte à eux, mais cette fois, ils réussirent à l'ouvrir. De l'autre côté, la caméra montrait un couloir qui n'existait pas dans le cinéma. Le couloir s'étirait à perte de vue, éclairé par une lumière blanche, glaciale. Amélie cria soudain. « Regarde !» Je suivis son doigt tremblant, pointant l'écran. Dans le couloir, la silhouette indistincte était de retour, mais cette fois, elle avançait vers les doubles, et à chaque pas, je sentais qu'elle se rapprochait de nous. La silhouette à l'écran avançait lentement, mais avec une détermination terrifiante. Chaque pas résonnait dans la salle, comme si le son provenait non pas des haut-parleurs, mais de quelque chose de vivant, tout près de nous. Amélie s'accrochait à mon bras, ses ongles plantés dans ma peau, mais je ne pouvais pas bouger. Mes jambes étaient comme clouées au sol, incapables de répondre à ma panique. Sur l'écran, nos doubles tentaient de s'éloigner, courant à travers le couloir infini. Mais peu importe leur vitesse, la silhouette continuait de se rapprocher, comme si elle ignorait les lois de la distance. Puis, sans avertissement, les lumières de la salle s'éteignirent complètement, nous plongeant dans une obscurité totale. Amélie hurla, et je sentis son corps se tourner frénétiquement, cherchant un moyen de fuir. « Mathieu, elle est là avec nous !» cria-t-elle, sa voix déformée par la peur. Je voulais lui dire que ce n'était pas possible, que ce n'était qu'un film, mais une sensation glaciale parcourut mon dos. Une présence, indéniable, se trouvait dans la salle. Soudain, l'écran s'illumina à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas une scène du film. C'était nous, Amélie et moi, debout devant nos sièges, regardant directement la caméra. Nos visages étaient tordus par la peur, exactement comme nous devions paraître à cet instant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmurai-je, incapable de détourner le regard. Sur l'écran, nos doubles se figèrent, puis tournèrent lentement leur tête vers quelque chose derrière eux. Mon sang se glaça. « Ne te retourne pas, Mathieu, s'il te plaît, » supplia Amélie, ses larmes coulant librement. Mais c'était plus fort que moi. Lentement, avec une terreur insoutenable, je tournai la tête. Rien, seulement l'obscurité. Mais je pouvais sentir une respiration, glaciale, juste derrière moi. Sur l'écran, nos doubles furent soudainement happés par l'obscurité, comme avalés par quelque chose d'invisible. Le film s'arrêta net, l'écran devint noir, et un silence de mort s'installa. La porte derrière nous s'ouvrit avec un grincement. Amélie et moi nous précipitâmes hors de la salle, le cœur battant à tout rompre. Nous nous retrouvâmes dehors, sous l'air frais de la nuit. Le cinéma semblait avoir disparu. À sa place, une ruelle vide, bordée de murs sales et couverts de graffitis. Amélie tremblait, ses yeux fixés sur le vide. « Mathieu, c'était réel » murmura-t-elle. Je ne savais pas quoi répondre. Tout ce que je savais, c'est que cette expérience nous avait changés à jamais. Et qu'une part de moi, à chaque ombre que je croisais, craignait de revoir cette silhouette. Nous étions fatigués, encore légèrement étourdis par l'ambiance de la fête, lorsque nous sommes arrivés devant le bâtiment. De l'extérieur, il avait l'air d'un endroit qu'on aurait préféré éviter. Les murs étaient ternes, avec des traces noires de moisissure qui s'étendaient jusqu'aux fenêtres poussiéreuses. Une lampe au-dessus de la porte principale clignotait sans arrêt, projetant des ombres étranges sur le trottoir. Émile et moi avons échangé un regard, mi-amusé, mi-inquiet. « Charmant », ai-je dit avec une pointe de sarcasme, espérant alléger l'atmosphère. En poussant la porte d'entrée, nous avons été accueillis par une odeur désagréable, un mélange d'humidité et de renfermé. Le hall était presque vide, à l'exception d'un vieux comptoir derrière lequel se tenait un homme. Il devait avoir 70 ans, peut-être plus.
Ses yeux, pâles et légèrement vitreux, semblaient nous scanner de la tête aux pieds. « Vous êtes pour l'appartement 304 » demanda-t-il d'une voix rauque. Émile hocha la tête, et l'homme, sans un mot de plus, attrapa une clé accrochée à un panneau derrière lui. Quand il nous la tendit, ses doigts étaient tremblants, mais son regard était perçant. « Ne sortez pas de votre chambre cette nuit, » murmura-t-il presque imperceptiblement. Je fronçai les sourcils, surprise par son ton sérieux. Émile étouffa un rire nerveux et le remercia rapidement, préférant ne pas prolonger la conversation. Nous avons pris l'escalier, car l'ascenseur était hors service. Chaque marche craquait sous nos pieds, et les ampoules dans la cage d'escalier clignotaient comme si elles allaient s'éteindre à tout moment. Arrivé au 3e étage, un long couloir s'étendait devant nous. Il était silencieux, trop silencieux, et les portes des autres appartements étaient toutes fermées. La clé tourna facilement dans la serrure de l'appartement 304. En entrant, j'ai ressenti un frisson inexplicable. La pièce était sombre, seulement éclairée par la lumière de la rue qui passait à travers les rideaux fins. Les meubles, bien que propres, semblaient vieux, comme s'ils appartenaient à une autre époque. Émile posa nos affaires sur une petite table en bois et referma la porte derrière nous. « Ce n'est que pour une nuit, » dit-il en souriant, essayant de me rassurer. Mais une part de moi ne pouvait s'empêcher de penser que nous n'aurions peut-être pas dû entrer dans ce bâtiment. La nuit avait à peine commencé que les premiers bruits étranges se sont fait entendre. Allongé sur le lit, je parcourais distraitement mon téléphone pendant qu'Émile se brossait les dents dans la petite salle de bain. C'est là que je l'ai entendu pour la première fois, un coup sourd contre le mur, comme si quelqu'un frappait de l'autre côté. « Émile, tu as entendu ça ?» ai-je demandé en relevant la tête. Il est sorti de la salle de bain, une serviette à la main, un air interrogateur sur le visage. « Entendu quoi ?» Avant que je ne puisse répondre, le bruit a recommencé, cette fois plus fort, et il semblait venir du mur derrière la tête du lit. Émile s'est approché pour écouter. « C'est peut-être la plomberie ou un rat » a-t-il dit avec un petit sourire, essayant de minimiser l'incident. Je me suis levé, mal à l'aise. Ce n'était pas tout. Quelques minutes plus tard, des bruits de pas lourds ont retenti dans le couloir. Nous avons échangé un regard. « Tu es sûr qu'on est les seuls ici ?» lui ai-je demandé, ma voix trahissant une légère panique. Émile, toujours rationnel, a haussé les épaules. Le vieux à la réception a peut-être menti. Je vais vérifier. Il s'est approché de la porte et a regardé par le Judas. Il n'y a personne, a-t-il murmuré, avant d'ouvrir prudemment la porte pour jeter un coup d'œil dans le couloir. Le silence qui nous enveloppait était presque oppressant. Le long couloir était désert, éclairé par une lumière vacillante. Mais juste au moment où Émile allait refermer la porte, un bruit de pas rapide a résonné au bout du couloir, suivi par ce qui ressemblait à un souffle court et précipité. Il a claqué la porte et tourné la clé dans la serrure. « Ok, c'est peut-être un squatteur. On devrait rester ici. » Je n'ai pas insisté, mais mon cœur battait à tout rompre. Nous avons éteint la lumière, espérant que cela dissuaderait quiconque rôdait dehors. Pourtant, allongé dans le lit, le silence était encore plus terrifiant. C'est alors que je l'ai ressenti, cette sensation glaciale, comme si quelqu'un nous observait. Les bruits recommencèrent, des coups, des pas, et même un murmure indistinct, trop lointain pour être compris, mais assez proche pour nous faire frissonner. Je serrai la main d'Émile, cherchant à me convaincre que ce n'était rien. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Émile ne pouvait plus rester sans rien faire. Après une énième série de coups sur le mur et ces bruits de pas qui semblaient se rapprocher, il a allumé la lampe de chevet et s'est levé. Il y a forcément une explication logique, a-t-il dit, visiblement agacé autant qu'inquiet. Pendant qu'il inspectait la pièce à la recherche d'une éventuelle source de ces sons, mon regard a été attiré par une armoire ancienne, coincée dans un coin sombre de l'appartement. Elle n'avait rien de particulier, mais quelque chose me poussait à l'ouvrir, comme une intuition incontrôlable. « Viens voir ça » ai-je murmuré, en tirant doucement les poignées en métal rouillé. L'armoire grinça en s'ouvrant, dévoilant une étagère poussiéreuse et des carnets. Une dizaine de carnets, usés et tachés, empilés les uns sur les autres. Je pris le premier carnet et l'ouvris avec précaution. L'écriture, tremblante et pressée, couvrait les pages jaunies. Les mots décrivaient des bruits, des ombres, des présences ressenties dans cet appartement. Chaque page semblait raconter la même histoire, des locataires effrayés, des nuits hantées. Certains passages se terminaient abruptement, comme si la personne avait été interrompue. « Regarde ça » ai-je dit à Émile, qui feuilletait un autre carnet. Il me montra une page où plusieurs noms étaient écrits à la main, alignés en colonnes. Des dates accompagnaient chaque nom, mais aucune n'allait au-delà de quelques jours après l'enregistrement dans l'appartement. Mes mains tremblaient quand je suis arrivé à la dernière page du carnet que je tenais. Nos noms, Clémence et Émile,
était inscrit tout en bas de la liste, avec la date du jour. « C'est quoi ce bordel ?» murmura Émile, les yeux rivés sur la liste. Le silence dans la pièce semblait se refermer sur nous, lourd et oppressant. Mais il fut brisé soudainement par un coup violent contre la porte de l'appartement, si puissant que le cadre vibra. Nous avons sursauté, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. « Qui est là ?» cria Émile, mais aucune réponse ne vint. Seulement un autre coup, plus fort, comme si quelque chose voulait entrer. Je sentais mes jambes fléchir sous la peur. Ce n'était plus seulement une coïncidence. Tout dans cet endroit semblait orchestré pour nous piéger. Le bruit soudain contre la porte nous fit réagir instantanément. Nous avons échangé un regard terrifié, tous deux paralysés par la peur. Le silence qui suivit semblait s'étirer à l'infini, mais au fond de moi, je savais que quelque chose de plus terrifiant que ce bruit nous attendait. Émile s'approcha de la porte, les mains tremblantes, et posa son oreille contre le bois. Il n'entendait plus rien. « Je vais vérifier », murmura-t-il, mais sa voix trahissait son hésitation. Avant même qu'il ne puisse poser la main sur la poignée, un léger murmure se fit entendre de l'autre côté, presque imperceptible, mais distinct. Cela ne venait pas de l'extérieur, mais du mur derrière nous, comme si des voix chuchotaient à travers les briques. Je reculai, le regard fixé sur les murs, mes yeux écarquillés par la terreur. Puis, dans un élan de panique, je poussai Émile de côté et me précipitai vers la fenêtre. Je voulais m'échapper, courir loin de cet endroit maudit. Mais en tirant le rideau, je vis rien. Le vide, l'obscurité, la même rue déserte. La ville semblait si loin, comme si nous étions plongés dans un autre monde. « Clémence, arrête !» cria Émile, me saisissant par le bras. Il était pâle, les yeux fixés sur le sol. « Il y a quelque chose ici. » Je me retournai et le suivis des yeux. Il désignait une petite fissure dans le mur, presque imperceptible, juste à côté de la vieille armoire. Sans vraiment y réfléchir, je m'approchai, poussé par une curiosité morbide. Mais dès que mes doigts effleurèrent la fissure, la porte de l'armoire s'ouvrit d'un coup sec, comme si elle répondait à ma présence. L'intérieur était différent. Un étrange escalier en colimaçon descendait dans l'obscurité, tout juste visible à travers l'étroite ouverture. La pièce semblait aspirer toute lumière, un noir profond et glacial. Nous avons échangé un dernier regard, avant qu'Émile, tremblant, ne se décide à prendre une lampe de poche. Il m'attrapa par la main, me forçant à descendre avec lui. Le bruit de nos pas résonnait dans les escaliers comme un écho sinistre, amplifiant chaque mouvement. Plus nous descendions, plus l'air devenait froid, un froid qui pénétrait dans nos os, plus intense que tout ce que j'avais jamais ressenti. Enfin, nous arrivâmes dans une petite pièce, presque un souterrain. Des symboles étaient gravés sur les murs, des mots que je ne reconnaissais pas, un mélange d'anciennes écritures et de signes étranges. Et là, au centre, une grande table en bois, recouverte de bougies noires fondant lentement. À ce moment-là, une ombre s'éloigna de la table, s'étirant vers nous. Je m'éteins de terreur en la voyant se redresser. Ce n'était pas une silhouette humaine. C'était une présence, quelque chose de plus ancien, de plus maléfique. Elle s'approcha lentement, et je compris alors que la porte derrière nous était la seule issue, mais elle se referma sur nous. Le temps sembla s'arrêter. J'étais figé, mes yeux rivés sur cette silhouette tordue qui s'approchait de nous dans l'obscurité. Une frayeur irrationnelle me paralysa alors que je me demandais si ce que je voyais était réel. Mais Émile, lui, était déjà en train de se précipiter vers la porte, essayant désespérément de l'ouvrir. Mais elle était bloquée, comme si elle avait été scellée par une force surnaturelle. Une voix rauque, presque un souffle, s'éleva dans l'air lourd de la pièce. « Vous êtes arrivé trop tard. » Je me retournai lentement, cherchant désespérément une échappatoire. Mais la présence était maintenant si proche que je pouvais sentir son souffle froid sur ma peau, comme une brume glacée se faufilant sous mes vêtements. La lumière de la lampe de poche tremblait entre les mains d'Émile, illuminant à peine les détails de la pièce. Je pouvais à peine respirer. L'air était devenu si dense, si pesant, qu'il semblait me suffoquer. L'ombre se dissipa légèrement, et ce fut comme si le temps se rallumait d'un coup. L'atmosphère s'alourdit encore plus alors que des murmures indistincts émanaient des murs, des voix lointaines et désincarnées, parlant dans une langue que je ne comprenais pas. Les symboles gravés sur les murs semblaient se tordre, bouger, comme s'ils étaient vivants. « Pourquoi nous » ai-je chuchoté, ma voix à peine audible, tremblante de peur. L'entité, ou ce qui se tenait devant nous, s'arrêta un instant, comme si elle réfléchissait à la question. Puis une réponse claire se fit entendre, tranchante, presque amusée. « Parce que vous faisiez partie du plan. » Je sentis mon cœur s'arrêter de battre. La vérité me frappait de plein fouet, un froid glacial parcourant tout mon corps.
Nous n'étions pas là par hasard. Nous étions attirés, choisis, sans même le savoir. Cette liste, les bruits, les pas dans le couloir, tout cela n'était qu'une mise en scène macabre, un piège savamment orchestré. Et nos noms étaient écrits depuis le début. Je cherchais Émile du regard. Il était blême, figé. Il comprenait aussi, il savait. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de fuite possible. L'ombre se rapprocha davantage, et la lumière de la lampe vacilla avant de s'éteindre brutalement, plongeant tout dans l'obscurité la plus totale. Je n'avais plus aucune notion du temps. Les bruits de pas dans le couloir se mêlaient à des murmures provenant de l'entité, et je sentis ma vision se brouiller, mon esprit se perdre dans un tourbillon de terreur pure. L'ombre se leva autour de nous, étouffant tout espoir. Ce n'était pas une fin, mais une conclusion inéluctable. Nous étions piégés, les derniers sur une liste qui ne se terminait jamais.